Il y a quelques semaines, j'ai appris à faire du ski pour la première fois. En big 2026, à 39 ans, 3 quarts, même 9 dixièmes. Euh, Évidemment, c'était très dur. C'était beaucoup plus dur que ce que je l'avais anticipé, notamment la peur. Et bref, jour 4, évidemment, je tombe une énième fois, mais cette fois-ci, je me fais mal. Cette fois-ci, mon ski se coince, mon genou se tord et je tombe et je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans mon genou. Vraiment le gros cliché. Je le sens immédiatement et surtout j'ai peur en fait parce que j'ai eu la bonne idée de tomber tout en haut de la piste, piste verte évidemment. J'ai eu la bonne idée de tomber vraiment tout en haut de la piste, donc il fallait ensuite la redescendre. Il fallait que je remonte sur mes skis et que je redescende jusqu'à là où je vivais, quoi. Donc je mets mes skis, je repars et je suis terrorisée. Mais il se passe quelque chose, c'est que une fois que je suis sur mes skis, j'ai plus mal. J'ai plus mal du tout. Dès que je fais une pause et que je m'arrête, par contre, la douleur revient. Elle est assez forte d'ailleurs, mais elle revient. Mais dès que je remets les skis, je suis tellement terrorisée et tellement focalisée sur le fait de survivre à cette descente que la douleur s'estompe. Et il y a d'autres situations similaires qui ont été observées, notamment chez, par exemple, des soldats qui ne sentent pas leurs blessures tant qu'ils sont sur le champ de bataille, ou il y a aussi une expérience super intéressante sur Snow World, dont j'ai entendu parler très récemment dans un bouquin, où ils ont utilisé la réalité virtuelle chez des grands brûlés, qui étaient donc à des niveaux de douleur de 10 sur 10. Mais une fois qu'ils sont dans le monde de la réalité virtuelle de Snow World, ils se rendent compte que cette distraction fait en sorte que la douleur s'abaisse vraiment très fortement. Et du coup, on peut se demander que, est-ce, enfin, si la douleur, c'était juste un signal d'alarme physique, comment est-ce que c'est possible, ça, qu'elle soit si dépendante du contexte? Donc, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Et j'avais aussi envie de vous parler des deux profils de personnalité qu'on rencontre souvent dans le cas de douleurs chroniques persistantes, des erreurs qui sont commises par ces deux profils et de ce qu'on peut faire à la place pour les éviter. C'est parti! Donc, on l'a déjà abordé il y a quelques semaines dans l'épisode 145 qui s'appelait On ne trouve rien quand tu as mal partout, mais que les examens sont normaux. C'est le fait que la douleur est une décision du cerveau, une interprétation faite par le cerveau, et pas un signal direct de lésion dans les tissus. Donc, il n'y a pas de corrélation systématique, on l'a vu, entre les dégâts physiques constatés dans les tissus et l'intensité de la douleur qui est ressentie. On a, je disais, des exemples où on a, par exemple, quelqu'un qui a une hernie discale qui est complètement asymptomatique. Il y a plein de gens qu'on croise tous les jours dans la rue qui ont une hernie discale et ils ne le savent même pas. Ils ne le ressentent pas. À côté de ça, on a des gens qui passent des IRM, des radios, des scanners, de tout ce que vous voulez, qui font tous les examens du monde et on ne trouve rien dans les tissus et pourtant ils ont un mal de dos de chien, quoi. Donc, il faut vraiment faire très attention et il faut surtout casser cette image qu'on a de si j'ai mal, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon corps. Alors oui, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est sûr, parce que la douleur est là et il faut bien essayer de la diminuer si on veut avoir une vie un peu plaisante. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une blessure quelque part dans le corps. Ça peut être un problème au niveau du système nerveux, du cerveau, de la moelle épinière, du système nerveux central qui envoie des signaux un peu brouillés. Le modèle le plus récent de la douleur, il est biopsychosocial. Ça veut dire qu'il est biologique, que la douleur qu'on va ressentir, ça dépend effectivement de potentiellement des dégâts qu'on a dans le corps, ça dépend aussi de notre profil génétique, ça dépend de notre âge, de notre sexe, de nos maladies, de si on a un terrain de maladies chroniques derrière ou pas. Enfin, il y a effectivement
plein de choses qui sont, plein de facteurs à la douleur qui sont très physiques, très, factuels, tangibles, voilà. Mais ce modèle, il n'est pas juste biologique, il est aussi psychologique. Donc l'intensité de la douleur ou si on ressent de la douleur ou pas, ça va dépendre de nos attentes par rapport si on s'attend à avoir mal, on risque d'avoir plus mal. Ça va dépendre de notre appréhension de la douleur, si on a peur, si on vit dans la peur de la douleur, on va avoir tendance malheureusement à en avoir davantage. Ça peut dépendre de notre humeur aussi. Si on est de bonne humeur, la douleur va s'estomper, va passer un peu en background, en arrière-plan. Ou si on est d'humeur terrible, bah, il y a des chances qu'on la ressente davantage. Ça va dépendre de nos croyances par rapport à la douleur. Si on est persuadé qu'on est condamné à avoir de la douleur, je sais pas. Enfin, il y a plein comme ça de facteurs psychologiques. Et la troisième composante du modèle, c'est la composante sociale. Ça va dépendre de notre culture, ça va dépendre de notre environnement, donc de tout ce qui fait de nous ce qu'on est, dans le sens où quelqu'un qui vit en France ou quelqu'un voilà, quelqu'un d'européen va peut-être pas avoir le même rapport à la douleur que quelqu'un qui vit en Chine ou en Afrique. Donc c'est beaucoup plus complexe, la douleur, que ce qu'on imagine. Parce que ce qui nous vient instinctivement, que bah oui, si je me cogne le genou sur la table, je vais avoir un certain niveau de douleur en fonction de à quel point je me suis cogné le genou. Et non, malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais ça veut dire aussi qu'on a plus de levier, plus de marge de manœuvre par rapport à notre gestion de la douleur. Et comme je disais, par rapport au contexte notamment, le contexte est extrêmement important et notre attention est extrêmement importante. Là où on pose notre attention, on a cette expression qui est where our attention goes, our energy flows. Donc là où on porte, si on a notre attention qui est focalisée sur quelque chose, toute notre énergie, tout chez nous va se diriger vers là où est notre attention, ce qui est logique. Et par exemple, avec cette expérience de Snow World, avec les grands brûlés, moi j'ai vraiment trouvé cette expérience, cette étude qui a été réalisée incroyablement fascinante parce que on avait vraiment une réduction de, on imagine, hein, si on s'est déjà brûlé, ne serait-ce que le doigt à la poêle, en cuisinant, enfin, je pense que la douleur qu'on ressent quand on est grand brûlé voilà, sur une grande partie du corps, c'est quelque chose, c'est inimaginable, c'est incommensurable. Et effectivement, ils expliquaient que notamment pendant les traitements, la douleur est encore plus forte quand on est à l'hôpital et qu'il faut changer les bandages, tout ça, c'est là où vraiment les nerfs sont à vif et ils ont des douleurs qui dépassent tous les seuils possibles, jusqu'à même refuser les soins et préférer mourir plutôt que de changer les pansements. Et ils se sont rendus compte que quand ils donnaient à ces patients un casque de réalité virtuelle qui les immergeait complètement dans un monde, donc Snow World, c'était un monde à la montagne, et ça a été fait il y a quelques années, donc à mon avis, c'était pas d'un réalisme vraiment hyper pointu. Et ça suffisait en fait avec, les sons, le fait que le cerveau était complètement immergé dans ce monde, leur attention était, complètement, déplacée par rapport à cette douleur qui est permanente normalement. Et ils pouvaient de ce fait, passer enfin pardon, quand ils estimaient leur douleur au début avant de mettre le casque, et elle était à 10 sur 10, et une fois qu'ils avaient le casque et qu'ils avaient passé un petit peu de temps immergés dans ce monde, on passait vraiment à des 4 sur 10. Donc c'était vraiment une, heu, une descente, une diminution de la douleur, extraordinaire. Et ça montre vraiment à quel point, et c'est pour ça que j'en parle pendant 10 minutes là, à quel point l'importance du contexte et de notre attention est indispensable. Si on se focalise sur la douleur va être plus forte.
Maintenant, j'ai envie de vous parler des 2 profils qu'on rencontre souvent en cas de douleur persistante. Que la douleur soit liée à une blessure réelle ou enfin, à des dégâts vraiment, tangibles, ou qu'on ne trouve pas, vraiment de problème dans le corps et que la douleur est quand même là. Donc là, on est sur, de la douleur chronique, qu'elle soit justifiée par des examens ou non. Les 2 profils qu'on rencontre, c'est l'éviteur et l'endurant. Éviteur pour avoider et endurant pour endurer. C'est la traduction avec laquelle j'ai décidé de rouler. Je ne sais pas si c'est la meilleure, mais on voit l'idée. Il y en a un qui évite et il y en a un qui endure. Dans les 2 cas, l'enjeu va être de restaurer un sentiment de sécurité pour que le corps puisse se relâcher et arrêter d'envoyer autant de signaux d'alerte, de menace. Alors le profil de l'éviteur, ça va être un partisan du repos. Il veut surtout pas aggraver sa douleur, il va arrêter de bouger autant que possible et il va avoir vraiment cette envie, cette impression que si je ne touche pas, je pense à je regarde mon poignet parce que ça a été mon cas pendant un moment, j'ai été éviteuse. Quand je me suis fait cette douleur, quand j'ai eu cette douleur persistante au poignet, je pensais au début que bah, il a certainement trop travaillé, il faut que je le repose, il faut qu'il récupère. Donc j'essayais d'utiliser mon poignet le moins possible. Je le reposais autant que possible. J'avais pris à l'époque, j'étais encore, traductrice, j'avais pris, un congé maladie pour, ne pas taper à mon ordinateur. Je donnais plus de cours de yoga, je reposais, je faisais le moins possible avec mon poignet. Et ce profil-là, il est caractérisé par la peur du mouvement, la peur d'empirer les choses, la peur, voilà, de brusquer le muscle ou l'articulation qui est en, qui nous crée cette sensation de douleur. Ce que j'ai assez rapidement découvert, pas rapidement, malheureusement, ça m'a pris 2 ans, c'est que ça crée beaucoup de stress, cette peur persistante, et ça crée aussi un manque de mouvement, évidemment. Et ce qui fait qu'aggraver la douleur. Le fait de ne pas bouger, le fait d'être stressé, ça augmente, et le fait d'être focalisé, comme je parlais de cette importance de l'attention dans la douleur, le fait d'être focalisé sur cette douleur, j'allais voir aussi tous les spécialistes possibles, j'essayais de, voilà, je voulais absolument guérir et je ne pensais qu'à cette douleur matin, midi et soir. Ça me crée un stress et une focalisation sur ce problème. Et comme dit, je bougeais pas, donc il y avait aucune chance pour que finalement ça aille mieux, puisque mon système nerveux était en alerte et la blessure que j'avais au poignet ne pouvait pas non plus guérir, ou en tout cas guérissait très, très, très lentement parce que je mobilisais pas du tout mon poignet. Or, on sait maintenant que le mouvement, c'est ça qui aide à la guérison. Donc, évitons d'être éviteurs. Mais évitons aussi d'être endurant. Le deuxième profil, c'est quelqu'un qui va ignorer la douleur, qui va continuer de pousser en se disant c'est bon, ça va passer. Voilà. Il veut pas avoir mal, du coup il va faire comme s'il avait pas mal. Il veut surtout pas se limiter. Il veut pas laisser la douleur gagner. Donc, si la douleur, voilà, si la douleur, si je pense à la douleur, si je change ma vie pour l'ajuster en fonction de ma douleur, ça veut dire que c'est elle qui gagne. Et moi, je veux pas que ce soit elle qui gagne, c'est moi qui va gagner. Et ce profil-là, il est aussi caractérisé par la peur, quelque part. Mais cette fois, c'est la peur de ne plus pouvoir vivre sa vie normalement, la peur de laisser la douleur gagner et de devoir chambouler un peu son quotidien, auquel il est fort attaché parce que, bah, par exemple, ça va être quelqu'un qui utilise le sport comme une façon de se réguler émotionnellement. Ça va être quelqu'un pour qui le sport, c'est presque une thérapie. Et l'idée de ne plus donner 100% à la salle de sport ou quoi, ça lui fait extrêmement peur. Et il se dit il, qu'il va s'effondrer mentalement, potentiellement, si jamais il fait un peu moins tous les jours. Donc c'est un profil qui va être
aussi caractérisée par une peur, mais de façon différente à celle du profil éviteur. Évidemment, refuser d'écouter les signaux du corps, ça va faire aussi qu'aggraver la douleur. Parce que le corps, il va se dire, tu m'écoutes pas, tu m'écoutes pas, tu m'écoutes pas, donc je crie plus fort, je vais crier plus fort. Évidemment aussi, ça va prolonger la période de guérison parce qu'on continue de mobiliser une articulation, un muscle, quoi que ce soit qui est potentiellement blessé. Et voilà, ça va créer aussi de la tension dans le corps, ça va créer potentiellement d'autres dégâts dans les tissus. C'est pas non plus la bonne décision. C'est quoi la bonne décision alors? Évidemment, c'est un équilibre. Toujours, on revient toujours à cette idée d'équilibre, de middle ground, de boucle d'or et les trois ours. Euh, on veut écouter son corps, toujours. On écoute son corps. Mais ça ne veut pas dire craindre le mouvement, ça ne veut pas dire oh j'ai un peu mal donc je ne bouge plus. Non, ça veut dire qu'il faut rester actif autant que possible, ne pas craindre le mouvement et modifier l'intensité, modifier le volume, modifier l'amplitude de mouvement, faire en sorte qu'on reste aux alentours maximum de 3 sur 10, je dirais, en termes de douleur. C'est quelque chose qui est assez souvent recommandé, ce 3 sur 10. Et il me plaît bien le 3 sur 10 parce que ça reste une douleur qui est tolérable et qui va quand même permettre de promouvoir la circulation, qui va quand même nous permettre de vivre notre vie aussi et qui va nous donner donc cette opportunité potentiellement pour l'endurant d'aller à la salle, de faire ses séances de sport, de faire cette régulation émotionnelle sans aggraver ce qui se passe. Euh, il faut vraiment comprendre que le repos, laisser le muscle récupérer ou l'articulation, encore une fois, peu importe ce qui se passe, le repos, c'est quelque chose d'essentiel, tout comme le mouvement. Le repos et le mouvement, on a besoin des deux. Et on veut aussi promouvoir ce sentiment de sécurité dans le corps pour qu'il puisse se détendre, pour que le système nerveux puisse se dire, OK, on est en sécurité, on bouge, on vit notre vie, on n'en fait pas trop, et en même temps, on travaille aussi sur notre régulation du système nerveux, on fait des exercices de respiration, on fait des mouvements lents et contrôlés, donc le yoga thérapeutique en tout cas est extrêmement bon pour ça parce que il permet vraiment aussi bien de mobiliser le corps que de réguler le système nerveux. Donc, apaiser le système nerveux, c'est une stratégie thérapeutique concrète pour la gestion de la douleur. Donc, en conclusion, c'est pas dans ta tête. Cette douleur, elle existe bien. Je le répéterai jamais assez. Cette douleur est là. Mais ta tête fait partie de la solution. Donc, c'est pas une faiblesse. J'ai pas envie de rajouter une couche de culpabilité par-dessus en te disant, ah, tu réfléchis pas de la bonne manière ou il faut, voilà, et t'es stressé, c'est de ta faute. C'est pas de ta faute si tu as mal, pas du tout. Par contre, il y a plein d'outils que tu peux utiliser pour aussi bien biologiquement, psychologiquement, socialement. Socialement, peut-être pas, c'est difficile de changer son contexte social, mais en tout cas, tu peux utiliser ta psychologie aussi et cette- ce travail de régulation du système nerveux, ce mouvement doux, léger, conscient, pour apaiser le système nerveux, pour mobiliser le corps, pour continuer à avoir du mouvement dans ta vie, pour ne pas t'accrocher à ces profils d'éviteurs ou d'endurants qui vont faire qu'aggraver les choses. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut en discuter ensemble. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me contacter via mon site internet. Toutes les infos sont dans la description normalement. Tu peux me contacter sur Instagram, ici en commentaire ou non pas plus personnellement, mais sur mon site internet également par mon formulaire de contact. Et aussi, oui, je t'ai préparé une séance de yoga restauratif pour cette semaine. C'est 20 minutes. C'est du restauratif pur pour justement envoyer ce message de sécurité à ton système nerveux. Je, voilà,
c'est du yoga restauratif. Donc, c'est des postures qui sont passives, qui sont soutenues. On a des coussins, on a des couvertures, on a plein de choses pour que le corps se sente en sécurité, qu'il puisse vraiment se relâcher. Et avec des exercices de focalisation ou d'attention sur la respiration, sur la relaxation, pour à nouveau changer un peu ce contexte et cette attention qu'on a peut-être un peu trop tendance à focaliser sur la douleur quand on en ressent. Et c'est normal parce que c'est son objectif à la douleur, c'est de focaliser notre attention. Donc, il n'y a pas encore une fois à avoir de culpabilité par rapport à ça, mais on peut utiliser plein de choses pour justement remodeler un petit peu notre attention et notre système nerveux. Je te retrouve dans la séance de yoga. Elle est déjà en ligne et je te retrouve également la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends bien soin de toi, j'espère que ça a été utile. N'hésite pas à liker, t'abonner, partager tout ça. Et je te retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!